bonjour à tous, on va enchaîner sur SEO et e-commerce. Conférence que j'ai appelée 6 qualités qui font qu'un bon commerçant est un bon SEO. L'idée générale, c'est, en tout cas pour moi perso, c'est de lâcher un peu le côté gros black hat, gros link building et machin, et de se dire, bon, on va essayer de commencer à faire du propre, et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en SEO quand on veut faire du propre. Donc ça, c'est l'idée un petit peu générale. Rapidement, pour présenter, donc moi je suis situé à Castres, donc je suis local chez eConcept, et j'en profite juste, si jamais parmi vous ou de connaissances est intéressé, on recrute un référenceur avec 1 million d'expérience ou qui est la fibre ou les deux. Donc venez me voir si vous connaissez des gens ou si vous-même vous êtes intéressé pour bosser sur des sites clients. On en parlera en aparté si... En tout cas, les diffuser l'information, ça m'intéresse. Petite intro pour poser les bases avant de parler de nos 6 qualités. L'idée, quand même, c'est de considérer qu'aujourd'hui, le référencement, c'est vraiment un ciment. C'est plus un ovni, c'est fini le temps où on nous contactait et on espérait que, grâce au simple référenceur, le mec allait faire tout le pognon du monde. Donc ça, c'est un petit peu terminé. L'idée générale, c'est de dire, voilà, le SEO, c'est un ciment. Et quelque part, si vous voulez ranker, il faut que ça soit en lien avec toute votre activité e-commerce. Honnêtement, si votre logistique elle est dégueulasse, qu'est-ce que vous voulez que nous, en tant que référenceurs, on fasse si vous avez une popularité, une vraie popularité, une notoriété qui est sale? Donc l'idée quand même, c'est de se dire, voilà, nous on est là pour colmater toutes les briques que vous mettez en place et on n'est plus là pour faire rêver. C'est fini. Donc Google resserre les taux. Le spam c'est fini, les 3.5 c'est fini, le guest login il veut plus. On est un petit peu dans ce concept là, donc on va voir du coup nous comment on va faire pour travailler à peu près proprement. Petit point, effectivement là on va évoquer des solutions globales. Il faut bien comprendre quand même que chaque site a des problématiques et chaque site a ses solutions. Voilà, il n'y a pas de démarche à proprement parler, hein. Chaque site a ses forces, chaque site a ses faiblesses, ses problèmes techniques. Et ça, c'est important dans une démarche de savoir les identifier pour pouvoir progresser. Sans ça, vous n'allez pas aller loin. Et enfin, le dernier point de cette démarche, c'est de considérer qu'agir en e-commerçant, c'est avant tout être le meilleur commerçant. Pourquoi j'ai pris ce parti pris sur ce compte? C'était il y a 3 semaines avec... Merci. C'était il y a 3 semaines avec... un petit rendez-vous avec donc Vivian Foucadier de la CCI qui me disait la chose suivante, et j'ai trouvé ça vachement pertinent, qui me disait, ouais, c'est sans doute plus facile pour un commerçant de devenir e-commerçant que pour un mec du web ou un référenceur ou un marketeur web de devenir e-commerçant. Et donc je me suis dit, s'il me dit ça, c'est pas pour rien quand même, CCI, Foucadier, tout ça, je me dis, le mec il doit quand même avoir un petit sens et une petite connaissance. Je me dis, tiens, je vais aller creuser, je vais aller chercher ça. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi les qualités d'un commerçant? C'est quoi les qualités d'un commerçant? Et j'ai tapé, comme n'importe qui l'aurait fait, qualité d'un commerçant sur Google. Je suis tombé sur un site que je ne connaissais pas, qui listait les 10 qualités d'un commerçant. Et je me suis dit, je vais les prendre une par une, et je vais essayer de les transposer en termes de SEO et d'e-commerce. Donc ça, c'était ma base. Alors pour info, on va en traiter 6 seulement parce que 10 ça aurait été long, trop long, on aurait passé l'après-midi. Donc on va essayer d'en traiter 6. Avec un point clé, ouais, c'est vraiment comment je transpose en SEO et en e-commerce, avec chaque fois une clé. Voilà, c'est un petit peu le concept du truc. Premier point, donc, il est à l'aise dans la communication, un e-commerçant, normal, face à ses clients. Un commerçant, pardon. Il laisse le client parler la plupart du temps. C'est tellement facile quand tu laisses le client parler, et après tu lui dis, regarde, j'ai la solution de ce que tu cherches. Génial. Si tu parles trop, t'es grillé, tu peux pas vendre. Et ça marche même si vous n'êtes pas commerçant, hein. Si vous vendez du service, vous laissez parler votre client, vous attendez un petit peu, vous temporisez, et là vous dites, ah, je sais faire ce que vous me demandez. Après, il faut le réaliser. Troisième point, il sait reconnaître les objections. Et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une objection en termes de SEO et d'e-commerce. Et comment du coup y remédier. A l'inverse, il sait prioriser les demandes des clients. On a tous des demandes. Quelles sont ces demandes? Comment on les identifie en SEO? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait
derrière pour valoriser ses demandes en SEO. Cinquième point, il connaît produits et services sur le bout des doigts, normal et heureusement. Et dernier point qu'on va évoquer, il cherche régulièrement à améliorer ses compétences, qui est la base du référencement. Premier point, il est à l'aise dans la communication. Qu'est-ce que c'est qu'être à l'aise dans la communication en SEO? Comment ça se traduit? Ça se traduit par la popularité. Et j'ai marqué création de liens, de liens et de liens. Et encore de liens et toujours de liens. Sans lien, pas de popularité. Avec du lien, une super popularité et plein de ventes. C'est un petit peu le principe. Du coup, l'idée générale, c'est de se dire, bon, quelle strat aujourd'hui on doit utiliser en termes de netlink? Est-ce qu'on doit spammer? Non. Ça, je vais faire le show et tout. Est-ce qu'on doit spammer? Non. Et il n'empêche que, du coup, comme plus personne spamme... Pardon? Tu peux spammer, t'es tout seul. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme plus personne spamme, si tu spammes, tu ranks. Et ça, c'est génial. Tout le monde a peur. Tout le monde se dit, waouh, pingouin et tout. Si tu spammes, ça marche. Mais il ne faut pas le faire. Les annuaires. Ce qu'il faut faire des annuaires? Oui, je ne vais pas dire le contraire. Oui, il faut faire des annuaires. Il y a des sites qui rentrent qu'avec des annuaires, honnêtement. J'ai un patron d'une boîte de référencement qui m'a appelé la semaine dernière et on discutait dans le sujet. Un mec, il est premier, il a fait 40 annuaires, il est premier sur une requête plutôt intéressante, il a fait que de l'annuaire. J'en profite pour dire un petit peu une méthode pour sélectionner les annuaires, peut-être en complément. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur SEMrush, je regarde la courbe de visibilité. Si la courbe de visibilité est stable ou croissante, je valide l'annuaire. Si elle est décroissante, je zappe l'annuaire. Parce que je considère que Google ne va pas le considérer. Donc mon lien va être soit inutile, soit mauvais. Voilà, c'est la technique que j'utilise perso. Est-ce qu'il faut faire des commentaires? C'est pareil. Tout le monde demande de retirer les commentaires, mais du coup, si on en fait, ça marche aussi. Est-ce qu'il faut faire des échanges de liens? C'est un peu le même principe, oui, non, etc., etc., etc. Et est-ce qu'il faut faire de l'achat de liens? Non. Ah. La question se pose. Oui, mais oui, bien sûr, il faut faire l'achat de liens. Ben ouais. Mais il faut le faire intelligemment. C'est sûr que si tu commences à passer par des plateformes et du coup, il peut y avoir un traceur derrière ou un quality writers qui s'enregistre sur les plateformes pour voir les sites qui sont eux-mêmes enregistrés, vous pouvez vous faire exploser. Si vous communiquez en direct et si vous négociez en direct avec d'autres sites, comment Google il va faire pour vous scratcher si vous avez pensé intelligemment votre recherche de liens? C'est impossible. Impossible. Mais c'est très cher l'achat de liens. Mais ça marche. Même sur des très grosses requêtes. Mais c'est très cher. Très très cher. Il faut lâcher des centaines ou des milliers d'euros par mois. Sur du concurrentiel. Mais l'idée quand même aujourd'hui, parce que j'ai dit que je n'allais pas faire de black hat, tout ça, donc pas d'achat de liens et pas de spam, c'est de se dire, et si les meilleurs référenceurs, netlinkers, c'était justement ceux qui ne faisaient pas de liens. Ou en tout cas qui ne cherchaient pas directement à en faire. C'était un peu tordu comme concept, mais pourquoi pas. J'avais travaillé furtivement sur le dossier de ce site, envoûté.com, qui vend de la box de thé. En gros, c'est les abonnements, et les gens reçoivent mensuellement leur thé venu du Yémen ou je sais pas où, avec des goûts différents, des avis clients, tout ça, et on me dit, tiens, il y a un potentiel client là, un prospect, il n'a jamais fait de référencement, jamais. Et maintenant il veut faire du ref, il veut ranker, il veut se positionner, il n'a jamais travaillé le lien, pas d'optique, que dalle. Bon, je commence à regarder ce site, et premier réflexe d'un mec qui dans sa vie a fait que du lien, je vais regarder le nombre de domaines référents, le nombre de sites différents qui ont un lien vers envoûté.com. Et là, je me dis quand même, cette courbe de trafic, cette courbe de liens, sympa quoi. Pour un mec qui n'a jamais fait de ref, pour un site qui n'a jamais fait de référencement, je me dis pas mal. Pas mal le truc. Je continue. Je regarde cette fameuse courbe de visibilité SEMrush, et là, je vois pareil. Grosse progression. Costaud quoi. Je continue dans ma démarche, je regarde la présence sur Google,
Bon là c'est un peu plus mitigé, hein. On voit que le site envoûté.com est effectivement positionné sur certains mots-clés, mais que la croissance n'est pas folle. Ce qui indique quand même que ce site-là a besoin d'avoir une optimisation, référencement, pour pouvoir ranker. Et là quand même je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là, pour arriver à avoir une popularité aussi conséquente, sans faire un seul lien sur un CP, sur un annuaire, sans spammer, sans que dalle, sans acheter du lien. Et c'est là où il faut se sortir les doigts. Et je lui pose la question, je lui dis voilà, c'est génial ce que tu as fait, comment tu fais pour... même moi, avec mes techniques, j'arrive pas à être aussi fort que toi en référencement. Et donc qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est un petit peu le premier point à être à l'aise dans sa communication, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une popularité, que vous voulez avoir du lien, et que vous voulez vendre, et que vous voulez avoir des visites, etc., vous n'avez pas le choix, il faut faire du web marketing. Il faut arrêter de penser à faire du lien bourrin, il faut bosser. Il faut faire des campagnes de com. Et donc qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle a fait des campagnes d'influence sur des blogs, qu'elle a investi des espaces communautaires web, qu'elle dispose de relais commerciaux, parce qu'effectivement, en mettant en place ce genre de stratégie, c'est comme les Apple fans, là, les mecs, il y a 10 commerciaux dans la rue d'Apple à chaque fois. Elle a mis en place ce même principe, hein, des gens trop fans de son produit. On soudoie un peu les blogs et les blogueuses, ça marche bien. On leur offre des cadeaux, des crèmes beauté et je sais pas quoi. Et effectivement, elles nous font des liens et ça marche vachement bien. C'est un petit clin d'œil, avec l'affaire Beuzia pour ceux qui ont suivi. Et effectivement, il faut du temps. Mais l'idée générale, quand même, c'est de se dire là-dessus, le meilleur référencement, si vous êtes e-commerçant, s'il y en a dans la salle, en termes de liens, c'est vous qui allez le faire. C'est plus le référenceur. Lui, il peut vous accompagner, il peut vous donner des stratégies, il peut appuyer votre référencement par quelques annuaires, par quelques trucs, par 2-3 achats de liens. Maintenant, si vous voulez performer, c'est à vous d'avancer. Faites-vous accompagner, mais faites le job. C'était le premier point. Deuxième point, il laisse le client parler la plupart du temps. Bon, ça rejoint à faire quoi? Ça rejoint à travailler sur les avis clients. Perso, ça me fait mal de dire ça en conférence. Hein. Plutôt que de dire on va faire des super réseaux de fous avec 200 sites et faire du texte acheté à Madagascar. Non, je parle d'avis clients. Bon. Les avis clients, c'est quoi? C'est augmentation de votre référencement, parce que vous augmentez le contenu, et forcément augmentation du taux de conversion. Évident. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On cherche des avis clients. Si c'est bon, on achète. Si c'est pas bon, on n'achète pas. D'abord, l'idée, avant de se dire, tiens, je vais acheter un abonnement de Trustpilot et tous ces services d'avis en ligne qui doivent vous solliciter tous les jours pour vous vendre ce genre de machin, l'idée, c'est quand même d'apporter du contenu sur le site. Alors oui, un avis client sur le site, ça ne vaut pas un avis client extérieur, en termes de... comment dire, en moins de confiance, effectivement, un avis qui est sur le site qu'un avis extérieur. Par contre, c'est quand même le premier point à travailler, c'est que plus vous allez avoir d'avis sur votre site, plus vous allez avoir du contenu frais, plus vous allez avoir du contenu qualifié, sur des termes que vous n'avez même pas imaginés. Donc le premier axe, c'est quand même travailler vos avis, se démerder pour avoir des clients qui posent des avis sur votre site. C'est essentiel. On va essayer de voir comment on peut faire sans tricher. Hein, on peut poser des avis de même, on peut acheter du Madagascar, on peut faire plein de trucs. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bon, on va faire ça proprement. E-réputation à l'extérieur, on en a parlé. Taux de conversion, on en a parlé. Comment on fait pour obtenir des avis sympas et en plus avec des bonnes notes? Parce que l'idée, c'est pas de dire à des gens, viens me poser un avis chez moi et mets un avis dégueulasse. C'est essayer de solliciter les gens contents, qui vont poser des vrais avis et en plus avec des bonnes notes. Qu'est-ce qu'on fait nous sur une autre boîte, puisque je gère un e-commerce aussi maintenant depuis 1 an? Qu'est-ce qu'on fait nous? Effectivement, c'est qu'on envoie un mail 2 semaines après réception, normal, classique, hein, pour demander au client de mettre un avis sur son produit. Et comment on la pâte? Parce que le but c'est quand même la pâter, parce que ça lui prend du temps. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Chaque mois, on organise un tirage au sort avec un bon d'achat à la clé pour les gens qui ont posté les avis.
Le mec poste un avis quasiment systématiquement, forcément, il a envie d'avoir un bon achat. Et en plus de ça, je suis sûr qu'implicitement, il se dit « Putain, je vais pas faire le con, je vais pas mettre un avis trop pourri, parce que sinon, je vais me faire scratcher mon tirage au sort. » Du coup, ça permet d'avoir des vrais avis clients, avec du vrai contenu, des gens qui postent pas 3 mots, et en plus des bonnes notes. Donc ça, c'est une technique fonctionnelle. On tire un petit peu, évidemment, hein, mais ça fonctionne. Et si vous n'avez pas de sous, vous pouvez toujours baratiner sur votre mail. Oui, ça permet d'aider les autres clients qui vont acheter les produits. Bon, c'est mignon, mais c'est moins fonctionnel. Ouais, j'ai essayé de faire un comique de répétition chaque fois. Donc pensez à solliciter des avis clients. Ah ouais, donc dernier point, effectivement, la question de l'irréputation et des avis. Je vous ai mis un petit exemple en mode furtif. Ça, c'était une page qui était en 3e page, donc c'est uniquement sur le nom de l'entreprise. Un seul avis, ça va faire monter directement en première page. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est l'autre société e-commerce que je gère. Un client aux États-Unis qui me demande d'envoyer un produit et tout, je passe 30 ans avec lui. 30 ans. Et au dernier moment, il me dit « Ah, finalement, j'annule ma commande parce qu'elle ne le veut pas, je sais pas quoi. » Je lui dis « Mais pas de souci, t'annules ta commande, il n'y a pas de problème, on te rembourse, pas de problème. Par contre, fais-nous un avis sur notre boutique. » Et le mec, il a posté un gigantesque avis sur les pages jaunes, 5 étoiles, parce qu'effectivement, on avait un service qui était très bon, évidemment, hein, il faut avoir un service qui est bon. Il faut avoir du contact client, il faut être à l'écoute, il faut avoir des bons produits. Mais là, c'est un avis d'un mec qui n'a pas acheté, qui parle du service, il était très content du service, et c'était une sorte d'échange. Ok, il n'y a pas de souci, j'annule ta commande, si tu peux nous faire un avis, c'est quand même bien. Et là-dessus, on passe sur une première page, sur le nom de l'entreprise. Donc faire de l'irréputation avec des avis, c'est très fonctionnel. Ça, c'était petit Google Maps, même si c'est pas trop le sujet, peut-être que le référencement local va en parler. Les avis peuvent sans doute servir au positionnement d'une page Google+, Google Adresse. 3e point. Il sait reconnaître les objections et ne pas être sur la défensive lorsqu'il doit y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire en référencement, ça, ne pas être sur la défensive? Ça veut dire identifier les faiblesses de son site. C'est l'un des points clés, à mon avis, qui va vous permettre de gagner rapidement des visiteurs. Et ça passe par une analyse statistique, une analyse de vos stats. Quelles sont mes stats? Et du coup, comment je fais pour identifier donc, ces objections? Puisque, voilà, ce sont des objections. J'ai des problèmes sur mes stats, c'est une objection. Comment je fais pour les résoudre? Donc, chaque site individuellement doit faire ce travail. Voici quelques points clés, on va dire, globaux qu'on peut envisager sur tous les sites. J'analyse. Statistic Analytics. Ça commence à venir à la mode, hein. On commence à le lire un peu sur quelques blogs, dans les sphères SEO, et ça paraît normal. Je cherche à identifier quelles sont les pages qui ne font aucun visiteur Google. Je prends une période, peu importe, hein, 20 jours, 30 jours, 60 jours, selon la popularité de votre site, et je me dis, quelles sont mes pages qui ne font aucun visiteur SEO? Du coup, des pages qui ne servent à rien, des pages qui sont inutiles, et surtout des pages où je peux avoir un retour sur investissement de temps très fort. Qu'est-ce que je peux me fixer comme objectif? On va le voir. Au moins sur toutes les pages de mon site, un visiteur SEO. Je vous garantis que sur les sites moyens, si vous avez des sites avec quelques centaines de produits, vous allez vite vous apercevoir que vous avez des dizaines de pages qui ne font aucun visiteur SEO sur la période, par exemple, 30 derniers jours. L'idée, c'est de se dire, voilà, je veux au moins un visiteur par page, ou 2, ou 5, ou 10. Et là, déjà, c'est une première clé pour multiplier son trafic en reconnaissant les objections. Page avec un fort taux de rebond, c'est un petit peu le même principe. Hein. Quelles sont mes pages dégueulasses où les gens quittent de suite? Et qu'est-ce que je fais, du coup? Étude des logs aussi, c'est un deuxième point un peu plus complexe, mais on peut aussi étudier les logs. Donc, objectif, au moins un visiteur par page et par mois. Fixez-vous ça sur toutes vos pages. En réalité, que ce soit e-commerce ou non, hein,
une page, un visiteur. Sinon, vous scratchez la page, elle ne sert à rien. Et comment on fait pour récupérer ces pages-là? Parce que c'est bien gentil, mais si je vais sur mes stats analytics, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai uniquement les pages qui font des visiteurs. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut les récupérer. Première technique que j'utilise perso régulièrement, Google Analytics plus Xenu plus Scrapbox. Ça va me permettre de me faire ressortir les pages qui ne font aucun visiteur SEO et ensuite de me dire comment je vais travailler dessus. Deuxième possibilité un peu intermédiaire, analyse des logs. Vous avez un outil qui s'appelle What2Cbox, c'est un Français qui a développé ça. C'est pas mal, on va le voir juste après. Google Analytics plus Xenu plus Scrapbox pour récupérer les pages qui ne font aucun visiteur SEO. Petite parenthèse, si vous avez d'autres techniques, je suis preneur, hein, je pense qu'il existe plein de techniques différentes. Moi j'utilise celle-là. Google Analytics classique, source, Google organique, page de destination. Je fais un export CSV, XLS ou ce que vous voulez, et je vais avoir l'ensemble des pages qui font du trafic. Point 1. Je récupère toutes les pages qui font du trafic. Point 2, je vais récupérer l'ensemble des pages de mon site. Donc, ou vous avez un super outil, vous les connaissez tous, vous avez un super sitemap qui vous permet de faire facilement l'export, dans ce cas-là, pas de souci. Sinon, vous utilisez Xenu, un petit soft tout simple qui sert à plein de choses, autant en Black Hat qu'en White Hat d'ailleurs. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais rentrer l'URL de mon site sur Xenu, je vais lancer Xenu, et lui va me sortir toutes les URL de mon site. Il faudra que je fasse un petit tri après, parce qu'il sort les images, il sort plein de trucs. Mais, grosso modo, l'idée c'est ça. Ici, je vais avoir toutes les pages du site. Ici, je vais avoir les pages qui font du contenu. Et ensuite, avec un outil qui s'appelle Scrapbox, qui est plutôt connu dans la sphère Black Hat, mais qui sert aussi tout à fait à travailler proprement, je vais soustraire mes URL Xenu, toutes les URL, avec les URL Analytics. Petit screen de Scrapbox sur le côté, qui me permet effectivement de faire des filtres sur les URL. Et de cette manière-là, je vais pouvoir avoir l'ensemble des URL qui ne font pas de trafic et qui ne servent à rien sur mon site, sur lequel je vais pouvoir travailler pour actionner un levier essentiel à ma visibilité. Le levier essentiel est facile. L'idée, après, c'est comment je fais pour apporter du trafic sur ce site-là. C'est toujours pareil, à chaque site sa solution. Là, il faut étudier chaque page au cas par cas. Il peut y avoir des facteurs bloquants. Est-ce que ma page n'est pas indexée? Si elle n'est pas indexée, pourquoi? Est-ce qu'elle est dupliquée et du coup Google ne la considère pas, elle est reléguée au fin fond des SERP, etc., etc., etc. Premier point, j'étudie les facteurs bloquants des pages qui ne font pas de trafic. Et deuxième point, une fois que j'ai levé ces facteurs bloquants, je vais travailler sur l'opti. Qu'est-ce qui fait que ma page, si elle est indexée et que tout va bien, qu'est-ce qui fait que ma page ne fait pas de trafic? Est-ce que j'ai pas travaillé sur les bons mots-clés? Est-ce que j'ai pas assez de contenu? Est-ce que j'ai pas assez de popularité? Et en faisant un petit lien par-ci par-là, ça va booster la popularité et faire du trafic. Bref, je vais chercher les solutions qui vont faire que toutes mes pages vont faire du trafic. Et grâce à ça, avec un travail de quelques jours, vous pouvez facilement lever des dizaines ou des centaines de visiteurs selon la taille de votre site. Donc pensez à reconnaître les objections. Et What2Cbox, c'est plutôt sympa, donc c'est un Français qui a développé ça. Vous installez ça sur votre serveur et il va vous sortir tout un tas de stats, pas mal, sur lesquels vous pouvez aussi travailler les objections. Il vous parle du nombre de pages actives, qui font donc dans l'idée un visiteur SEO sur une période de 30 jours. Voilà, page active, page non active. Le but c'est quoi? Au final, c'est d'avoir 100% de pages actives. Vous devez avoir uniquement cet objectif. Installez ça. Objectif numéro 1, 100% de pages actives. Il va vous permettre d'identifier tout ce qui est crawl inutile. Google e-crawl, vous allez vous apercevoir que vous avez des pages qui ne servent à rien, que Google va crawler. Démerdez-vous pour plutôt optimiser vos crawls sur les pages qui vous semblent utiles et pas sur les pages inutiles. Ça va permettre à
de constater quelles sont les nouvelles pages que va découvrir Google. Vous allez peut-être vous rendre compte que Google découvre des pages que vous ne connaissez pas, qui sont pourries, qui n'ont pas lieu d'être, qui ont été générées par un plugin tout pourri, voilà, par un script PHP qui déconne. Ça va vous permettre aussi de réoptimiser votre site et d'avoir un site propre techniquement. La base du référencement, surtout en e-commerce, c'est un site propre techniquement et une architecture puissante. C'est ces deux axes. What2C Box va vous permettre de travailler sur un site propre techniquement. Quatrième point, un commerçant est capable d'identifier et de prioriser les demandes clients. On a travaillé les faiblesses, super. Toutes les pages sont utiles. Toutes mes pages font du trafic. J'ai augmenté mon trafic par 20%, super. Maintenant, je vais travailler sur quelles sont les demandes clients et comment je fais pour renforcer ces demandes clients. Et ça se traduit en quoi? Par quoi? En SEO. Identifier les forces de son site. Et de la même manière, analyse statistique. Si vous êtes très bon en analyse statistique, vous allez voir qu'un outil comme Google Analytics peut vous permettre d'avancer énormément dans votre capacité de trafic, dans votre capacité de visiteur, et donc dans votre capacité de vente. Et là, ouais, donc le visiteur aime ce que moi j'aime ce que tu aimes, et du coup nous aimons ensemble et on va travailler sur ce que nous aimons tous les deux. C'est un petit peu le concept ici. 3 axes prioritaires pour moi quand on veut travailler sur les points forts de son site et les demandes clients. Premier axe, quelles sont vos pages performantes? Deuxième axe, quelles sont vos positions Google fortes et du coup de quelle manière je dois les travailler? Troisième axe, quel est le must de votre thématique? Les deux premiers points, c'est ce qui se passe sur votre site. Ça, c'est ce qui va se passer à l'extérieur. L'idée sur le premier point, c'est de se dire, je vais travailler sur les 10 pages les plus performantes de mon site. C'est ma priorité. Toujours pareil, hein, Google Analytics, source, Google Organique, page de destination. Et je vais pouvoir avoir le top 10 des pages. Donc là, c'est un screen d'un client, donc j'ai caché les URL. Et j'ai vu ça en relisant ma presse. Si on fait l'addition de ces 10 premières, on se rend compte que ça fait plus de 50% du trafic. C'est un gros site e-commerce, il y a des centaines de produits. Ils font du bon trafic. C'est sur une période de 30 jours là. Et on se rend compte que rien qu'en travaillant sur 10 URL du site, vous allez travailler sur 50% de votre trafic. Ce qui est énorme. Si vous avez 500 produits, 500 pages total, si vous travaillez seulement sur les 10 pages les plus fortes, vous allez actionner un potentiel de 50%, ce qui est monstrueux. Donc avant de travailler sur tous les détails, les trucs tout pourris qui servent à rien, travaillez sur le top 10 de vos pages. 50% de votre trafic, en tout cas sur cet exemple-là. Et l'idée, et là c'est toujours pareil, hein, à chaque site sa solution, comment je fais pour augmenter le trafic? Comment je fais? Est-ce que je réoptimise sur de nouveaux mots-clés? Est-ce que j'apporte du contenu? Est-ce que je vais chercher de la longue traîne? Est-ce que je fais un peu de liens? Voilà, après c'est à chaque site sa solution. L'idée évidemment c'est de réoptimiser différemment, normal, d'amener de nouveaux termes, classiques, et aussi d'apporter un peu de popularité. Sans popularité, pas de ranking. Deuxième point, les positions Google. L'idée pour moi, c'est de travailler sur les positions qui sont entre 2 et 20. La position numéro 1, évidemment, il faut la conserver, ça va de soi. Mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité de performer en travaillant sur vos positions qui sont comprises entre 2 et 20. Tout ce qui est en deuxième page, l'objectif de le passer en première page. Et tout le reste, le faire remonter. Au petit screen de position un peu à l'arrache d'un client. J'en profite aussi pour faire la pub pour Ranks, qui est un très bon outil et ils ont une formidable équipe. Bon, il y a MyPoseo aussi apparemment, puisque c'est un sponsor.
J'en parle aussi, quoi, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je suis désolé. Donc l'idée c'est de prendre... bon, il faut se démerder effectivement pour voir sur quoi on est positionné. SEMrush peut le faire pour vous. Sinon, vous prenez toutes vos listes de mots-clés, vous les intégrez sur Ranks et vous regardez après quelles sont vos positions sur tous les mots-clés du site. Ça, c'est... là, en l'état, par exemple, on a accompagné une grosse agence qui faisait la refonte d'une très grosse marque. Et l'idée, c'était, sur cette refonte, de ne pas perdre de trafic. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toutes les requêtes du site. On a fait ça en automatique, évidemment. Comment on sait faire, c'est quand même plus rapide. Et après, on a tout mis sur Ranks, comme ça, on avait toutes les positions. Bref, c'était une petite parenthèse. Et l'idée, c'est de voir, du coup, quelles sont les positions, quelles sont les requêtes qui ont quand même du trafic, qui peuvent m'intéresser, étudier le domaine concurrentiel de chacune de ces requêtes, et, de fait, en déduire les requêtes qui sont les plus intéressantes à travailler pour moi. J'ai un peu de trafic, c'est pas super concurrentiel, j'ai pas complètement bossé sur cette position, super. Je sais que rapidement je peux gagner des positions et donc gagner des visiteurs et donc des ventes. Donc l'idée générale c'est ça. Troisième point, PageRank, je vais nommer PageRank des pages de la thématique. J'ai fait un petit screen, donc c'est toujours notre ami Scrapbox, qui peut donc aussi être utilisé pour travailler proprement, et pas que faire du spam. On a remarqué avec un ami du web au Canada, la chose suivante, le but c'est pas se poser des questions du pourquoi, du comment, on peut le faire, hein, mais c'est pas l'enjeu. C'est que si vous avez un site qui a un minimum de popularité, c'est quand même important, qui est quand même plutôt costaud, si vous scrapez les URL de vos concurrents, et mieux des blogs de votre thématique, que vous ressortez les pages qui ont le plus gros PageRank sur ces fameux blogs de votre thématique, et que vous réécrivez les pages sur les mêmes sujets, évidemment, il faut quand même avoir un site qui n'est pas nul, il faut avoir un site qui a une certaine popularité. Vous allez facilement et rapidement truster du trafic de manière beaucoup plus forte que si vous avez inventé un nouveau sujet qui vous semblait cohérent. Donc l'idée c'est quoi? Je prends tous les blogs de la thématique, ou des pages de contenu de sites informatifs, je vais les passer un par un, et je récupère tout le PageRank de toutes les URL, je ressors les PageRank les plus forts par blog, par site, et derrière je vais réécrire, sans dupliquer le content évidemment, ça va de soi, sur les mêmes sujets, et les reposter chez moi, sur mes pages de contenu, parce que c'est quand même essentiel sur un e-commerce d'avoir des pages de contenu, ou sur mon blog. C'est aussi essentiel d'avoir un blog en e-commerce. Et du coup, je vais pouvoir truster un trafic assez rapidement avec ça, à condition que votre site soit déjà établi et déjà une popularité. Si votre site est nul, avec zéro backlink, que votre blog vient de sortir, vous faites ça, vous ne rankerez pas. Par contre, si votre site est établi, vous avez un blog sympa, qui est déjà fonctionnel, vous faites ça, et ça va marcher. Alors, pourquoi ça marche? Peut-être parce que les URL qui ont le plus gros PR, c'est les sujets populaires, donc qui sont linkés, donc qui vont avoir un intérêt pour les gens. On peut débattre, on pourrait étudier plus le pourquoi du comment, mais en tout cas, ça fonctionne. Ok, on a passé notre analyse statistique, sachant que là, vraiment, on l'a brassé en 5-10 minutes, mais il y a des millions de possibilités d'analyser ces stats et ces logs pour avancer en e-commerce. Cinquième point, il connaît ses produits et ses services sur le bout des doigts. Alors, de quoi je parle? Ah oui, ok, ça y est, j'y suis. Oula, c'était pas sur le bout des doigts là. C'est ça, exactement. Pas mal, bien vu. Donc l'idée c'est d'appréhender la connaissance des produits par Google, donc lui donner à manger, le nourrir, l'engraisser, c'est un peu la base. Et l'idée c'est de voir rapidement, même si on reprend une thématique basique du e-commerce, c'est qu'est-ce que je fais quand il y a une rupture de produit? Qu'est-ce que je fais avec les anciens produits qui
qui sont plus là. Qu'est-ce que je fais avec les produits qui sont remplacés? Et qu'est-ce que je fais avec les nouveaux produits? Je rajoute un produit, qu'est-ce que je fais? Gestion des options. Je vais passer ça rapidos. L'idée d'une rupture, c'est que le produit est en épuisé et va revenir, donc surtout ne scratchez pas la page. Si ça vous dérange qu'elle apparaisse encore dans la catégorie en épuisé, vous la sortez de la catégorie, à la limite vous réinventez une catégorie annexe pour qu'il y ait quand même un lien pour que Google puisse toujours crawler la page, mais surtout vous laissez le produit. Voilà, comme je vous dis, si vous voulez la sortir de votre catégorie, vous la sortez, vous faites un lien ailleurs. Gestion des anciens produits. Normal, qu'est-ce que je fais avec un ancien produit qui n'existe plus? Redirection de 301 vers un produit équivalent. Je ne vais pas perdre le trust que j'avais sur l'ancien produit et balancer une 404, alors que je peux faire une redirection 301 et conserver ce potentiel de popularité acquis sur l'ancien produit et le rebalancer sur un produit équivalent. S'il n'y a pas de produit équivalent, redirection vers la page de la catégorie. Voilà, le micro est complètement obsolète, on ne le vend plus, il n'y a pas de produit équivalent parce que c'était pas terrible. Du coup, je vais faire une redirection sur la catégorie micro. Troisième possibilité, si jamais vous jugez que les deux premiers ne sont pas possibles, perso, moi je vais préconiser de supprimer la page, le cas échéant. Il y en a qui vont plutôt considérer qu'il faut faire une redirection 301 sur la page d'accueil. Je pense qu'on pourra en débattre 107 ans. Moi ça me fait chier de faire plein de redirections produits sur une page d'accueil et dans 10 ans en avoir 250. Voilà, c'est un peu le concept. Sauf cas particulier, c'est-à-dire que si vous avez un produit qui a du trust, qui a du jus, qui a du backlink, et que les deux premiers cas ne sont pas possibles pour vous, effectivement là on va plutôt rebalancer sur la page d'accueil pour garder le netlink qui avait été effectué et la popularité qui avait été créée via ce produit. Mais sinon, perso, moi je préconise de faire une 404, si la catégorie n'existe plus, s'il n'y a pas de produit équivalent. Produit remplaçant, conserver la même URL si c'est les mêmes caractéristiques. Ce micro-là est remplacé par la V2, toujours orange. Ben ouais, je conserve la même URL et au lieu de recréer un nouveau produit, de supprimer l'ancien, je vais conserver la même URL. Ça évite que Google revienne pour indexer, entre-temps on a perdu toutes ses positions, c'est un peu le bordel. Donc conserver la même URL. Et de la même manière que l'autre, la deuxième possibilité, si ce n'est pas possible parce qu'il y a quelques caractéristiques qui ont changé, c'est de faire une 301 de l'ancien vers le nouveau. Gestion des nouveaux produits, surtout quand on a un gros e-commerce, c'est que c'est subdivisé en sous-catégories et que du coup mon produit va se retrouver à niveau 5 ou à niveau 4. Du coup c'est quand même compliqué d'indexer parce que Google il faut qu'il passe par tous les niveaux avant d'arriver sur mon produit. L'idée c'est quand même de passer le produit en page d'accueil. Comme ça Google quand il va crawler, il va sur la page d'accueil forcément. Et là de suite il va avoir le lien vers mon nouveau produit. Du coup passage par la page d'accueil pour indexer mon produit. Sinon vous pouvez attendre peut-être 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois avant de voir votre produit indexé. Et avoir la meilleure fiche produit du web. C'est un concept très blanc, très... Mais il n'empêche que si vous n'avez pas les meilleures fiches produits du web, comment vous voulez être le meilleur? Comment vous voulez ranker devant votre concurrent? Donc si aujourd'hui vos fiches produits sont dégueulasses, ok. Si vous ne pouvez pas les traiter, très bien. Mais vos fiches produits demain, tous vos nouveaux produits, ça doit être la meilleure fiche du web. Il ne faut pas demander après au référenceur d'être premier si vous, derrière, vous ne donnez pas les moyens d'avoir la meilleure fiche produit du web. Tu veux être premier, il faut que ce soit le meilleur. C'est un petit peu ça le concept. Bon, on pourrait débattre 107 ans sur ce qu'est une bonne fiche produit, un bon kit, du bon contenu, des bons éléments de réassurance, plein d'avis, une URL propre. Bon, on pourrait faire un cours là-dessus. Mais l'idée c'est que vous prenez vos concurrents, vous prenez votre meilleur concurrent, moi je dois être meilleur que lui. Voilà. Au moins sur vos nouveaux produits. Si ce n'est pas le cas avant, faites-le maintenant. Dernier point, je ne sais pas quelle heure il est. Encore 20 minutes. 20 minutes sur ce point-là? Ça va me permettre de parler doucement. J'aurais pu faire les 10 du coup. Ça fera un teaser pour la prochaine conférence, je prendrai les 4 qui restent, que j'ai scratchés. Salut.
Euh, il cherche régulièrement à améliorer ses compétences et ses connaissances. Le commerçant, ben ouais, il fait ça. Et le e-commerçant et le référenceur e-commerçant, ou le référenceur ou l'e-commerçant, ou les deux, va travailler à améliorer ses compétences et ses connaissances. Et là-dessus, j'ai décidé de travailler sur du contenu, du beau contenu et du top contenu. L'idée, c'est de travailler ses compétences et ses connaissances au niveau du contenu. Et je vous propose un petit... Ah non, c'est sur la slide d'après. Donc, l'idée, c'est quelles sont les questions de mathématiques, qui sont les experts de mathématiques, deux questions phares, et quelles sont les nouveautés Google. Et je vais assembler ces trois-là pour sortir un petit peu quelques idées sur le contenu, pour essayer d'être le meilleur et d'améliorer ses compétences et ses connaissances, et améliorer du coup la compétence et la connaissance de Google de notre site. Hop. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, Hummingbird. Ouais, je fais exprès, je ne sais pas parler anglais, donc du coup, je sais mettre l'accent. Colibri en français, donc c'est sorti effectivement à l'été 2013. Donc en fait, tout à l'heure, le conférencier a parlé de septembre. En fait, l'annonce, c'est septembre. Le 26 septembre, c'est l'annonce par Google de la mise en place de cet algorithme. Alors qu'en fait, il avait été mis en place un petit peu avant. A priori, il aurait été mis en place plutôt fin août. Quelques semaines avant. Et donc, Google, dans son annonce, nous dit 90% des requêtes impactées. Le top. Sommant. Pourtant, dans la communauté SEO, franchement, moi, j'ai pas entendu une seule personne me dire « Putain, il y a une grosse mage ». Donc ouais, donc c'est impacté, mais mode furtif, hein, grosse mise à jour. En tout cas, pourquoi personne s'en est aperçu parce que c'est ni un filtre ni une pénalité, il n'y a pas eu de sites qui se sont fait scratcher, il n'y a pas eu de gros pingouin qui te fait perdre 50% de tes revenus d'un coup. Non, effectivement, comme l'a dit le conférencier juste avant, ouais, c'est une sorte de reformulation de champ sémantique, on va essayer de comprendre ce que cherche l'utilisateur. Concept un peu épais, mais intéressant, en tout cas. Parce que l'idée pour nous, c'est de se dire... ouais, vous avez toutes les dates des mises à jour. Je l'ai mis, l'URL. C'est pas mal. Si votre site a subi une pénalité, vous pouvez vous référer à cette page-là, sur moz.com, qui recense toutes les dates des grosses mises à jour Google. Donc si vous avez subi une pénalité, si vous avez une baisse de trafic un peu suspecte, ou si vous travaillez sur un site qui a eu une baisse de trafic un peu suspecte, l'idée c'est de se dire, bon, en premier lieu, est-ce que c'est lié à une mise à jour Google, ce qui peut nous donner des éléments intéressants pour essayer de retravailler à remonter un site. C'est une petite parenthèse. Donc voilà, on l'a vu tout à l'heure avec le conférencier, donc j'en parle pas trop. Modification de la compréhension des requêtes, reformulation des requêtes, c'est un petit peu ce concept-là. Et l'idée c'est de se dire au travers de ça, bon, il y a eu une énorme mise à jour, 90% des requêtes. Comment on va travailler avec ça? Comment on va travailler avec Colibri? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer sur un site e-commerce pour justement être en adéquation avec ce que cherche Google aujourd'hui? Donc l'idée générale, effectivement, c'est élaborer un plan d'attaque précis sur la réponse à des problématiques fines. C'est un petit peu l'idée générale de Google Colibri. Voilà moi ce que je peux vous proposer en termes de démarche par rapport à Colibri sur votre site e-commerce. Mais en réalité, ça marchait aussi avant le Colibri, hein, c'est juste que là, ça renforce ces aspects-là. Première étape, on va noter les questions les plus fortes de votre thématique. Alors la méthode un peu chiante, un peu longue, je vais sur des forums, sur des blogs, sur des trucs, je note, je relève ce que me disent les clients, je me fais un listing, tout ça. La méthode pour aller plus vite et avoir quand même une démarche de référenceur derrière, c'est se faire ce genre de truc. Hein. Je vais chercher chaise cuisine parce que c'est mathématique, par exemple, sur des sites de questions, et ça va me ressortir les questions en rapport avec ce que je viens de te demander. Ça me permet d'accélérer un peu tout, parce que si je me tape tout à la main, avant de relever des questions, je vais en avoir pour 2 jours, là je vais en avoir pour un quart d'heure. Le référencement, c'est de la performance, hein, on est d'accord, hein, on est sur un terrain concurrentiel,
Le podium, c'est 3 positions, il faut être meilleur que l'un des 3. Sinon, on n'existe pas. Donc, cherchez à être performant toujours dans votre démarche. Première étape, je note les questions. Deuxième étape, on va travailler le contenu de vos catégories en répondant aux grandes questions de votre thématique. Donc là, on parle des catégories de votre site e-commerce, et l'idée, c'est de répondre directement dans ces catégories, via du contenu, un peu, aux questions, grandes questions de votre thématique. J'ai pris 2 exemples. Choisir la couleur de votre chaise. Quelqu'un qui cherche ça est fatalement intéressé par l'achat d'un produit. Il est en train de se demander quelle couleur je vais choisir pour habiller ma future cuisine, mon futur salon, mon futur mobilier de jardin. Donc l'idée aussi, c'est de se dire, voilà, je réponds à une grande problématique et en même temps, je sais que je vais attirer du visiteur sur ma catégorie qui peut être intéressé par mes produits. Et donc éviter les taux de rebond dégueulasses et compagnie. Deuxième point, tendance en meublement chaise, que vous voulez, 2014, en rapport avec les questions que vous avez relevées au préalable. J'essaie d'accélérer un petit peu. Troisième étape, travailler le contenu de vos fiches produits sur des questions spécifiques. Donc là, une fois qu'on a fait les grandes questions sur les catégories, sur chacune de nos catégories, on va travailler les questions spécifiques. Toujours sur ma chaise. Si vous vendez une super chaise de bébé, l'idée générale, je prends un exemple, c'est quand même plus parlant, c'est de se dire, tiens, je vais rédiger un petit guide avec plusieurs questions-réponses. C'est une vraie question que j'ai prise sur Question Yahoo. À partir de quel âge un enfant peut utiliser une chaise haute? À partir de quel âge un enfant peut utiliser 7 chaises hautes? Du coup, sur mon site. Etc., etc. pour tous les produits. Quatrième étape, je crois que c'est la dernière. Pas sûr. On verra bien, suspense. Utilisez les pages informatives ou blogs pour densifier votre contenu. Toujours un peu pareil. L'idée du blog, c'est quand même se positionner comme un expert. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous savent ici la puissance que peut formuler un blog. Je pense que moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai eu un blog qui a fonctionné sur le référencement. Et sur l'e-commerce, c'est pareil. L'objectif, c'est quand même se positionner en tant d'expert. Mais en tout cas, par rapport à un autre colibri, l'idée, c'est toujours de transposer les questions que j'ai trouvées, qui sont des vraies questions que je cherche l'utilisateur, et de les rajouter sur mon blog. Après, vous pouvez avoir une petite démarche marketing à l'américaine, les 3 méthodes efficaces pour décaper, refaire l'assise de sa chaise comme un pro, voilà, des termes un petit peu chouettes qui vont permettre de retweeter, liker, linker, commenter, etc., etc. Ouais, donc ça j'en parlais. Je veux dire, le blog aujourd'hui, c'est quand même la base d'un e-commerce, honnêtement. Pas des gros, mais des petits. Si vous voulez vous positionner, si vous voulez vendre, il faut vous positionner comme un expert. Mais c'est une autre question. Ah ben j'ai terminé. Donc l'idée globale, c'est agir en bonne intelligence. Transposer le bon commerçant en bon SEO. Dites-vous, hein, posez-vous la question, c'est quoi un bon commerçant et c'est quoi moi que j'ai fait de mal? Et c'est où que je dois améliorer? Et en SEO, ça marche aussi. Être le meilleur. Soyez le meilleur, demandez pas la lune aux référenceurs, demandez-lui de vous accompagner, de performer avec vous, mais surtout soyez le meilleur avant. Et lui vous donnera la clé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu speed, mais bon, il fallait que je trace. Un petit mot sur le recrutement, j'insiste un petit peu, ou même si vous avez des projets, évidemment ça m'intéresse. Normal, c'est un peu mon boulot quoi. Mais si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous êtes intéressé et que vous avez de l'expérience en référencement et surtout cette fibre, c'est ça qui m'intéresse, c'est que le mec il ait cette fibre, contactez-moi et on en discute. Voilà, je vous remercie.